Camille Navarro observait son fils, Léo, 7 ans, courir au milieu des autres enfants. Au parc du quartier, les cris de joie s'envolaient comme des bulles de savon. Et pour une fois, elle respirait. Un instant de normalité, de paix. Un luxe devenu rare ces derniers mois. Mais soudain, Léo s'effondra. Son petit corps se tordit, pris de convulsions. Brutal, incontrôlable. Les rires cessèrent aussitôt. Les enfants s'écartèrent, figés, les yeux grands ouverts, pétrifiés. Puis tout alla très vite. Les secours, les cris, l'angoisse. 3 jours plus tard, à l'hôpital régional de Bradford, il n'y avait toujours aucune réponse, aucun diagnostic, seulement ce silence pesant dans la chambre d'hôpital. Et Léo, qui s'enfonçait lentement dans l'inconscience. Et puis, quelque chose d'inattendu. Le chien, le berger allemand qu'ils avaient recueilli quelques mois plus tôt. Sans prévenir, il s'échappa, franchit le portail, traversa la ville, 10 kilomètres, sans hésiter. Il évita les voitures, ignora les appels, contourna les foules. Il entra dans l'hôpital comme s'il en connaissait chaque recoin. Les portes automatiques s'ouvrirent. Il grimpe les escaliers, jusqu'au 3e étage, jusqu'à la chambre de Léo. Et là, il s'allongea, devant le lit, et il refusa de bouger. Quand une infirmière s'approcha, il grogna, sourd, grave. Même Camille, sa propre maîtresse, ne pouvait plus l'approcher. Quelque chose s'était activé. Un instinct profond, irrationnel, un acte de protection absolue. Et pendant que la mère, bouleversée, essayait de comprendre, un homme silencieux se tenait dans le couloir. Un inconnu, il observait la scène à distance. Son regard était lourd, chargé d'une vérité qu'il portait seul depuis trop longtemps. Une vérité qu'il allait bientôt révéler. Une vérité qui redéfinirait, pour toujours, ce que signifie réellement le mot « protégé ». Laissez un j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires en précisant la ville d'où vous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. Bradford, Pennsylvanie. Autrefois ville industrielle florissante, elle ne portait plus aujourd'hui que les cicatrices de son passé. Les vitrines abandonnées et les rues silencieuses en étaient la preuve. Mais les habitants n'avaient pas renoncé. Une forme de résilience sourde s'accrochait encore aux murs écaillés et aux porches en bois. Une résilience que Camille incarnait au quotidien. À 35 ans, elle élevait seule son fils depuis qu'un chauffard avait tué son mari, Mathieu, dans un accident brutal sur la route 27. Infirmière à l'hôpital régional, Camille enchaînait les horaires décalés, les cheveux souvent attachés en queue de cheval, les yeux fatigués mais vifs. Leur maison de 2 étages, modeste, située rue des Peupliers, avait été choisie à une époque où 2 salaires rendaient tous les fins de mois confortables. Aujourd'hui, Camille jonglait avec les factures, les échéances de crédit et les médicaments de son fils, tout en tentant de préserver une façade rassurante. Léo lui ressemblait, même regard vert, même silence attentif. Mais ce silence n'était pas qu'une question de tempérament. Depuis la mort de son père, le garçon s'était refermé sur lui-même. Mutisme sélectif, disaient les spécialistes. Camille, elle, voyait surtout un vide immense. Un vide qu'aucune thérapie n'avait comblé. Souvent, elle le retrouvait dans sa chambre, immobile, traçant du bout des doigts le contour d'une photo en noir et blanc où apparaissait son père. C'est son amie de toujours, Élise Renaud, infirmière elle aussi, qui avait suggéré l'idée d'un animal thérapeutique. Les enfants guérissent autrement que les adultes, avait-elle dit, un matin autour d'un café avalé en vitesse. Léo a besoin d'aimer quelque chose qui ne partira pas. Camille avait hésité. L'idée d'ajouter une responsabilité supplémentaire à sa vie déjà débordée l'effrayait. Mais la solitude de son fils lui faisait plus peur encore. Quand elle décida finalement de visiter le refuge animalier du comté, c'était plus pour faire plaisir à Élise que par réelle conviction. Le bâtiment, une ancienne usine désaffectée reconvertie, résonnait de jappements plaintifs. Les boxes s'alignaient en rangées métalliques et chaque chien semblait supplier du regard qu'on le choisisse. Un brouhaha de queues battantes et de pattes pressées contre les grilles. Celui-là, c'est un amour avec les enfants, dit une employée nommée Mireille en montrant un labrador doré. Très docile, il ferait un parfait compagnon. Léo ne réagit pas. Il avançait lentement, le regard ailleurs, comme détaché de ce qui l'entourait. Ils arrivèrent au dernier box. Un silence étrange y régnait. Pas d'aboiement, pas de mouvement. Juste un grand berger allemand assis au fond de son enclos, les yeux ambrés, fixés sur eux avec une intensité qui poussa Camille à serrer un peu plus fort la main de son fils. « Celui-là, il s'appelle Max », murmura Mireille. «
baissant instinctivement la voix. C'est une adoption compliquée. On l'a trouvé près d'un ancien dépôt militaire sur la route 9. Il a des cicatrices sous le pelage, mais il a passé tous nos tests comportementaux. Avant que Camille puisse détourner son fils, Léo s'était déjà avancé. Il s'approcha de la grille, tendit la main, paume ouverte. « Attention !» prévint Mireille, « il n'a jamais… » Mais elle s'interrompit. Max s'était levé, lentement, et s'approchait. Il renifla la main de Léo, puis posa doucement sa tête contre ses doigts. Une fusion silencieuse, un moment suspendu. « Il m'aime bien !» chuchota Léo. Ses premiers mots en public depuis presque 6 mois. Mireille n'en revenait pas. Ce chien n'a jamais approché personne de son plein gré depuis qu'il est ici. Camille sentit son cœur se serrer. L'instant était beau, oui, mais ce chien était immense, puissant, musclé. Elle imagina ses crocs, son instinct de protection, les risques. « Je ne suis pas certaine qu'il soit adapté à notre situation, dit-elle à la conseillère du refuge. J'ai besoin d'un chien plus… facile. » Mais Léo la regardait avec insistance. « Il est triste lui aussi, murmura-t-il. » 3 heures plus tard, Max explorait prudemment leur jardin tandis que Mireille expliquait les consignes de soins. « Je dois vous dire, » ajouta-t-elle en rangeant les papiers, un autre homme était très intéressé par lui. Un ancien militaire, je crois. Il disait que Max ressemblait au chien qu'il avait connu en opération. Mais quelque chose n'allait pas. On n'a jamais pu vérifier son histoire. Camille fronça les sourcils. « Vous avez une idée de ce qu'il a vécu ?»« Pas vraiment, » répondit Mireille. « Mais il répond à des ordres, pas juste les basiques. Quelqu'un l'a entraîné sérieusement. Et pas pour des concours canins, si vous voyez ce que je veux dire. » La première nuit, Max s'installa de lui-même dans le coin du salon, sur un tapis écossais que Camille avait acheté sur un coup de tête en espérant que ça l'aide à se sentir chez lui. Il mangea sans problème, but calmement mais resta à distance, toujours aux aguets, surtout avec Camille. Le déclic se produisit 3 jours plus tard. En pleine nuit, Camille fut réveillée par des sanglots étouffés. Léo faisait encore un cauchemar. Elle bondit hors du lit, prête à courir dans sa chambre, mais s'arrêta net dans le couloir. Max était déjà là. Le berger allemand se tenait près du lit de Léo, la truffe posée sur sa main comme s'il veillait sur ses rêves. Lentement, les doigts du garçon se refermèrent sur la fourrure chaude du chien. Sa respiration s'apaisa. À partir de ce soir-là, Max devint l'ombre de Léo. Le chien restait distant avec les adultes, mais avec l'enfant, il faisait preuve d'une tendresse presque humaine. Camille les retrouvait souvent dans le jardin, Léo lisant à voix haute des histoires qu'il refusait de toucher avant. Des albums pleins de héros et de créatures fantastiques. Max écoutait, couché près de lui, comme s'il comprenait chaque mot. Ce fut en donnant son premier bain à Max que Camille remarqua les cicatrices, longues, fines, dissimulées sous le pelage noir et feu. Des marques nettes, symétriques, pas des blessures de bagarre. Non, c'étaient des cicatrices de chirurgie, propres, précises. Elle fronça les sourcils. Il y avait d'autres bizarreries. Chaque matin, Max inspectait discrètement le périmètre du jardin avant que Léo ne sorte. Il se plaçait toujours entre l'enfant et la porte dès que quelqu'un venait frapper. Il dormait systématiquement face à l'entrée. Rien dans son comportement ne ressemblait à celui d'un simple chien de compagnie. Les voisins étaient de partager. Madame Rousseau, la retraitée d'à côté, apportait des biscuits faits maison pour Max. Monsieur Berthier, en revanche, s'en plaignait auprès du syndic. « Ces chiens militaires, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent de faire », grognait-il. Camille l'ignorait. Ce qui comptait, c'était que, pour la première fois depuis 2 ans, elle avait entendu Léo rire. Un vrai rire d'enfant, cristallin, inattendu. Elle se souvenait encore du moment. Léo lançait une balle de tennis. Max la rattrapait en bondissant, maladroit mais joueur. Ce rire avait brisé quelque chose en elle. Une carapace de douleur, d'angoisse, de solitude. Elle en avait eu les larmes aux yeux. « Je crois qu'il nous attendait », avait dit Léo ce soir-là, alors que Max dormait sur ses pieds, sous la table du dîner. Comme nous, on l'attendait. 3 mois plus tôt, un nouveau voisin avait emménagé dans la maison jaune de l'autre côté de la rue. Un certain Henri Dubreuil, un homme massif au visage fermé, peu bavard, toujours levé aux aurores, pelouse impeccable, pas un mot de trop aux voisins. Seul Max semblait le remarquer. Dès que l'homme apparaissait, les oreilles du chien se dressaient et un grondement sourd naissait dans sa poitrine. Un soir, lors de leur promenade habituelle, Camille croisa Henri en train de récupérer son courrier. « Bonsoir », lança-t-elle poliment, levant la main. L'homme hocha la tête mais ne regarda qu'une chose, Max. Quelque chose passa entre eux, une tension palpable. Max se figea, pas un grognement, pas un aboiement, mais un regard fixe, intense. « Berger allemand », déclara Henri d'une voix grave. « Lignée de travail,
Probablement croisé malinois, vous avez là un sacré spécimen. Ce n'est qu'un chien de refuge, répondit Camille, soudain sur la défensive. Allez Léo, on rentre. Elle sentit le regard de l'homme dans son dos alors qu'il s'éloignait. Le samedi suivant, ils se rendirent au parc du lac Clarmont. Un après-midi ensoleillé, des familles partout. Camille avait étendu une couverture sous un vieux chêne, observant son fils jouer avec Max, le cœur un peu plus léger. Un garçon de la classe de Léo, Yanis, partageait son goûter à quelques mètres. Il tendit une petite grappe de raisin à Léo. Le geste était innocent, amical, mais Max intervint. Il se plaça immédiatement entre les deux enfants, poussa doucement la main de Léo avec son museau, l'empêchant de prendre le fruit. « Max, non !» dit Camille, gênée. « Ce n'est pas gentil. » Mais le chien insista, sans agressivité, mais avec une fermeté troublante. Camille s'excusa platement auprès de la mère de Yanis et changea de place. Sur le trajet du retour, elle réfléchissait encore à cette scène qu'elle mit sur le compte d'un comportement territorial, peut-être lié à un passé difficile. Mais le lundi matin, Élise l'appela depuis l'hôpital. « Tu ne vas pas y croire. Yanis est aux urgences, lui et plusieurs enfants de sa classe. Intoxication alimentaire. Apparemment, les raisins venaient du supermarché du boulevard Kennedy. T'as vu Léo malade, toi ?» Un frisson glacé remonta le long de la nuque de Camille. « Non, il va très bien. » Ce soir-là, Henri Dubreuil l'attendait devant son garage. Il ne souriait pas. « Votre chien, dit-il sans détour. Il n'est pas ordinaire. Il a été entraîné, non ? Je vous l'ai dit. C'est un chien de refuge, répliqua Camille en récupérant le sac d'école de Léo. Est-ce qu'il réagit à certaines choses, des comportements difficiles à expliquer ? Camille se tendit. Elle plaça instinctivement son corps entre l'homme et son fils. « Pourquoi ces questions, monsieur Dubreuil ?» Henri sembla hésiter puis recula d'un pas. « J'ai travaillé avec des unités cynophiles. Votre chien me rappelle certains d'entre eux. » Max s'était rapproché de Léo. Sa posture avait changé. Il ne grondait pas. Il se préparait. Henri le vit et murmura simplement « intéressant ». Ce soir-là, Max refusa catégoriquement de dormir au rez-de-chaussée comme à son habitude. Il suivit Léo jusqu'à sa chambre et s'installa sous le lit, le museau tourné vers la porte. Camille essaya de l'en faire descendre sans succès. Il ne grognait pas, il ne bougeait pas non plus. Et pour une raison qu'elle ne pouvait expliquer, elle ne se sentit pas menacée. Au contraire, c'était comme si Max avait pris une décision. Quelque chose s'était déclenché en lui. Et elle, malgré ses inquiétudes, se sentit rassurée. Les jours suivants, Léo commença à se plaindre de maux de tête. Rien de dramatique au départ, juste une gêne, un froncement de sourcils, ici et là. La pédiatre, Madame Valois, mit ça sur le compte des allergies saisonnières ou d'une fatigue visuelle. Elle recommanda du repos, moins d'écran, et quelques sirops en cas de besoin. Camille, elle, restait dubitative. Mais ce qui l'inquiétait plus encore, c'était le comportement de Max. Le chien semblait détecter les douleurs avant même que Léo ne s'en plaigne. Il venait poser doucement sa truffe sur la tempe droite du garçon. À chaque fois au même endroit. Il gémissait doucement, le regard fixé sur Camille, comme s'il cherchait à exprimer quelque chose d'urgent. Ce n'était pas de la peur, c'était une alerte, un message. Mais Camille ne parlait pas le langage des chiens, même si elle aurait tant voulu le comprendre. Le mardi suivant, elle termina exceptionnellement son service plus tôt. En rentrant, elle aperçut Henri Dubreuil de l'autre côté de la rue, en train de pointer ce qui ressemblait à un objectif photo en direction de sa maison. Léo et Max jouaient tranquillement dans le jardin clôturé. Elle traversa la route à grandes enjambées, le cœur battant. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-elle, glaciale. Henri baissa rapidement l'appareil. « Madame Navarro, je peux tout vous expliquer. Vous prenez des photos de mon fils, de mon chien ? Je vais appeler la police. »« Ce n'est pas nécessaire, répondit-il, reculant d'un pas. Je ne suis pas celui que vous croyez. » Il tourna les talons et rentra chez lui précipitamment. Mais en partant, il laissa tomber un objet métallique. Camille attendit qu'il soit à l'intérieur puis s'approcha prudemment. C'était une plaque d'identification militaire, pas un collier décoratif. Une vraie, officielle, partiellement effacée par le temps mais encore lisible. Et sur le métal rayé, on pouvait encore déchiffrer ces mots. Projet Sentinelle, K9 Medicalops. Cette nuit-là, Camille n'arriva pas à dormir. Une fois Léo endormi et Max à son poste sous le lit, elle s'installa à la table de la cuisine avec son ordinateur portable. Elle tapa « Projet Sentinelle » et « Chien militaire de détection médicale ». Les résultats étaient minces, très peu d'articles.
quelques forums de vétérans, beaucoup de rumeurs, peu de preuves. On y parlait de chiens capables de détecter des attaques, des maladies, voire certaines tumeurs. Des animaux si sensibles qu'ils réagissaient à des modifications chimiques du corps humain imperceptibles pour l'homme. Le lendemain matin, elle décida de faire un test. Elle avait lu qu'un chien bien entraîné réagissait à certains ordres, même en langues étrangères. Elle se plaça au centre du salon, fixa Max et lança d'une voix ferme « Max, surveille !» Le chien redressa immédiatement la tête, oreilles dressées, corps en alerte. Elle tenta autre chose. « Max, trouve Léo !» Le chien fila aussitôt dans l'escalier, comme s'il savait exactement ce qu'on attendait de lui. Puis elle chercha un mot allemand qu'elle avait trouvé sur un site spécialisé en dressage militaire. Achtung. Elle le prononça distinctement. La réaction fut la même, immédiate, ciblée. Max se tenait maintenant face à elle, prêt à exécuter de nouveaux ordres. Ce chien avait reçu une formation professionnelle, et pas pour obéir à des assis ou couchés de salon, pour quelque chose de bien plus sérieux. Mais dans quel but? Et surtout, qui l'avait entraîné? Le samedi suivant, Léo se réveilla avec un léger filet de fièvre. Rien d'alarmant, 37,7 degrés Celsius. Mais Max se comportait comme s'il sentait une urgence. Il allait et venait entre la chambre et le salon, tournant en rond, pleurant doucement. Il reniflait toujours la même zone, la tempe droite de Léo, encore et encore. Pour la première fois depuis qu'elle avait adopté Max, Camille eut peur, pas du chien, de ce qu'il essayait de lui dire. Le lundi, elle appela le refuge pour demander plus d'informations. Peut-être un indice, une piste oubliée. On lui donna le nom du responsable des admissions, un certain monsieur Mercier. Il se souvenait de Max. Ah oui, le chien qu'on a trouvé près du vieux site militaire sur la route 9. Vous aviez remarqué quelque chose d'étrange chez lui? Demanda Camille. Eh bien, quand l'agent de la fourrière l'a amené, il a dit que c'était bizarre. Max n'errant pas comme les autres chiens. Il était assis, parfaitement droit, à côté d'une clôture grillagée, comme s'il attendait quelqu'un. Quelqu'un est-il venu le réclamer? Demanda-t-elle, déjà certaine de la réponse. Pas officiellement, mais un homme est venu. Grand, cheveux poivre, aisselle, très militaire dans l'allure. Il disait venir d'un programme vétéran pour chiens réformés. Il voulait Max, mais il n'avait aucun papier, aucune preuve. On n'a pas pu le lui remettre. Son nom? Je crois qu'il a dit s'appelait Henri, ou peut-être Hugo, quelque chose avec un H. Vous pensez qu'il y a un souci avec le chien, Madame Navarro? A-t-il montré des signes d'agressivité? Non, rien de tout ça. Il est incroyable avec mon fils, mais je crois qu'il a été entraîné pour autre chose. Après cet appel, Camille contacta le cabinet vétérinaire où Max avait été ausculté juste après son adoption. Le docteur Julien Rameau, la cinquantaine bienveillante, lunettes rondes et gestes mesurés, accepta de les recevoir en urgence entre deux rendez-vous. Léo tenait la laisse, Max trottinait à ses côtés, calme et attentif comme toujours. « Vous pensez que Max pourrait être un chien d'alerte médicale ?» demanda le vétérinaire en l'examinant avec minutie. « Je ne sais pas ce que je pense », répondit Camille. Mais il a détecté la fièvre de Léo avant même que moi je ne la sente. Il renifle toujours le même endroit sur sa tête, et il comprend des ordres dans plusieurs langues. Le docteur Rameau souleva doucement l'oreille gauche du berger allemand, vérifia sa dentition, palpa les cicatrices visibles sur son flanc. « Ces marques-là, dit-il pensivement, ce ne sont pas des blessures de bagarre, ce sont des traces de chirurgie, propres, stériles. On dirait des interventions médicales pratiquées en milieu professionnel. Pas dans une ferme, ni même chez un particulier. Alors, il pourrait avoir été entraîné pour détecter des maladies, insista Camille. Possible. Il existe des chiens capables de repérer les crises d'épilepsie, les baisses de glycémie, même certaines tumeurs, par l'odeur ou plutôt par des modifications chimiques imperceptibles pour nous. Il tapota doucement la cuisse du chien. Je connais une collègue qui travaille avec une organisation de chiens d'alerte médicale. Je vais l'appeler. Mais en attendant, continuez à observer Max. Ses réactions ne sont pas anodines. Sur le chemin du retour, Camille aperçut le pick-up de Henri Dubreuil garé à l'angle de leur rue, vide, immobile. Mais sa présence à cet endroit précis n'avait rien d'un hasard. C'était comme s'il surveillait la maison, comme s'il attendait que quelque chose se produise. Le lendemain, l'école appela. La voix du directeur, M. Breuil, était aussi cordiale qu'inquiète. « Madame Navarro, j'aimerais discuter avec vous de la demande que vous avez déposée concernant la présence de Max auprès de Léo en classe. » Camille s'était basée sur un avis de la psychologue de Léo, qui avait constaté une nette amélioration de l'état émotionnel de l'enfant en présence du chien. Elle avait même rédigé une lettre de soutien. « Nous avons bien examiné votre demande.
poursuivit le directeur, mais notre règlement est strict. Sans certification officielle prouvant que Max est un chien d'assistance médicale, nous ne pouvons pas autoriser sa présence à l'école. Certains parents sont inquiets. Il est grand, imposant. Il est doux, protecteur. Il a aidé Léo à parler à nouveau, à se reconnecter aux autres, à vivre. Camille tentait de rester calme, mais la colère la gagnait. Je comprends, croyez-moi. Mais sans document validé, le conseil ne peut faire d'exception. Lorsque Léo rentra ce jour-là, il était silencieux, recroquevillé sur lui-même. Il se glissa dans sa chambre sans un mot. Max le suivit immédiatement, sans bruit. L'élan de progrès que Camille avait vu naître chez son fils semblait soudain s'effondrer. Le simple fait d'avoir été séparé de Max durant quelques heures suffisait à le replonger dans son mutisme. L'affaire ne tarda pas à créer des remous dans le quartier. Élise, fidèle au poste, lança des démarches auprès d'associations pour défendre leur cause. Mais plusieurs parents d'élèves soutenaient la décision de l'administration. « On comprend la détresse de Léo », déclara une mère d'élèves, présidente de l'association des parents, « mais ce chien a un passé inconnu, et la sécurité des enfants passe avant tout. » La phrase « passé inconnu » résonna dans l'esprit de Camille toute la soirée. Le lendemain, elle appela le cercle des anciens combattants local. Elle prétexta vouloir en apprendre davantage sur un voisin fraîchement installé, un ancien militaire solitaire qu'elle avait envie de mieux accueillir. Au bout du fil, un vieil homme grogna doucement. « Henri Dubreuil ? Oui, il vient parfois aux réunions. Il ne parle pas beaucoup. Mais on sait qu'il était maître chien dans l'armée. Plusieurs missions à l'étranger. Un type solide, mais marqué. Il a eu des années difficiles après sa démobilisation. » Ces informations confirmèrent à Camille ce qu'elle soupçonnait depuis longtemps. Si Henri reconnaissait chez Max quelque chose de familier, ce n'était pas par hasard, mais elle n'eut pas le temps de tirer plus de conclusions. Les maux de tête de Léo s'intensifiaient. La docteure Valois restait sur son hypothèse de stress scolaire. Elle prescrivit du paracétamol et limita le temps d'écran sans pousser plus loin. Camille, elle, avait commencé à tenir un journal. Elle y notait chaque plainte de Léo, chaque gémissement de Max, chaque pression de museau sur cette tempe droite. Et lentement, un schéma apparut. Max réagissait avant les symptômes, pas après, comme s'il anticipait ce que le corps de Léo n'avait pas encore exprimé. Puis, un samedi après-midi, tout faillit basculer. Ils étaient au bord du petit étang du parc des Trois Saules. Léo, fasciné par une tortue au bord de l'eau, perdit l'équilibre sur la berge boueuse. Camille cria, impuissante. Mais Max surgit. Il bondit, attrapa la capuche du manteau de Léo avec une précision incroyable, planta ses pattes arrière dans le sol et empêcha l'enfant de basculer. La scène ne dura que quelques secondes. Mais ce que Camille vit n'était pas un simple réflexe animal. C'était une manœuvre d'intervention, un geste précis, entraîné. Et de l'autre côté du parc, Henri Dubreuil observait, immobile, insondable. Ce soir-là, Camille n'arrivait pas à trouver le sommeil. L'image de Max retenant Léo à la dernière seconde ne quittait pas ses pensées. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas une coïncidence. Ce chien avait été formé pour intervenir, pour protéger. Et il était désormais clair que Max ne réagissait pas simplement à son environnement. Il agissait selon un code invisible, un conditionnement hérité d'un passé qui refusait de rester enfoui. Elle retourna à ses recherches. Dans la barre du moteur de recherche, elle saisit « Projet Sentinelle plus chien militaire, plus détection médicale ». Les résultats étaient encore maigres. Des témoignages isolés sur des forums obscurs, quelques articles effacés, des discussions cryptiques entre anciens soldats. Mais un poste attira son attention. Un certain Lynx 13 y évoquait l'existence d'un programme top secret mené dans une base désaffectée, où des chiens auraient été entraînés à détecter des troubles neurologiques en amont des symptômes visibles. La discussion mentionnait même des capacités à repérer certaines tumeurs bien avant leur détection par IRM. Camille se leva brusquement lorsque Léo appela depuis l'étage. Elle monta à toute vitesse. Le garçon était assis dans son lit, les larmes aux yeux, tenant sa tête entre ses mains. « Ça fait mal, maman. Là, juste ici. » Il montrait la tempe droite, exactement l'endroit que Max ciblait depuis des semaines. Max était déjà là. Le chien gémissait, le museau contre la zone douloureuse, comme s'il suppliait qu'on le comprenne enfin. Camille n'attendit pas. Elle enfila un manteau sur son pyjama, enveloppa Léo dans une couverture, appela Élise pour l'accompagner et fonça vers la clinique pédiatrique de garde. Sur place, un jeune médecin ausculta Léo avec sérieux. Température modérée, réflexes normaux, tension stable. Ce sont probablement des migraines infantiles, conclut-il. C'est fréquent à cet âge.
On va prescrire un traitement plus adapté. Tenez un journal alimentaire pour repérer d'éventuels déclencheurs. Dans la salle d'attente, Max, laissé avec Élise, ne cessait de tourner en rond, reniflant le sol, les murs, la porte d'entrée. Quand ils revinrent, il inspecta Léo de la tête aux pieds, fixant à nouveau cette zone précise de la tempe, le regard chargé d'angoisse. « Il sait, murmura Camille. Il essaie de me dire quelque chose, Élise. Il le sait depuis le début. » Son ami la regarda, une lueur d'inquiétude dans les yeux. Était-ce pour Léo ou pour la santé mentale de Camille? Les chiens sont intuitifs, c'est vrai. Mais ce ne sont pas des IRM ambulantes, Camille. Tu ne comprends pas. Depuis des semaines, j'ai l'impression de hurler dans le vide. J'ai emmené Léo chez tous les médecins possibles. Et chaque fois, on me parle de stress, de deuil, de fatigue scolaire. Tu sais combien de fois j'ai entendu « ce n'est rien » Élise prit sa main. Et si tu avais raison, que dirais-tu d'un second avis? Je peux contacter le docteur Langlois. Il est minutieux, il saura quoi faire. Le lendemain matin, Camille trouva une enveloppe glissée dans sa boîte aux lettres. Pas de timbre, juste son prénom, écrit en lettres capitales parfaitement alignées. À l'intérieur, une seule feuille. Une photocopie visiblement ancienne d'un document militaire. La majorité du texte était censurée, les lignes noircies. Mais deux choses restaient visibles. Le titre en haut de page, Projet Sentinelle, Unité K9, Initiative détection médicale neurologique, et une note manuscrite griffonnée en bas, Le chien sait, salle 204, hôpital de Brackford, aujourd'hui, on bêche sa hâte. Camille sentit ses mains trembler. Cette écriture, elle l'avait déjà vue, sur l'autorisation de clôture affichée à la fenêtre de la maison de Henri Dubreuil. Les mêmes lettres rigides, droites, presque mécaniques. La salle 204 de l'hôpital était rarement utilisée. Une pièce de réunion un peu excentrée, réservée aux entretiens privés. Camille appela Élise pour garder Léo 1 heure. Elle inventa un prétexte pour justifier son absence et se rendit à l'hôpital cœur battant. Elle entra 10 minutes en avance, vide. À 15 heures précises, la porte s'ouvrit. Henri Dubreuil entra, vêtu sobrement, l'air plus fatigué que jamais. Dans la lumière crue des néons, il paraissait plus vieux, plus usé. « Merci d'être venu », dit-il d'un ton neutre. Camille resta debout, le regard glacé. Pourquoi toute cette mise en scène? Pourquoi suivre mon fils, mon chien? Pourquoi maintenant? Henri s'assit lentement face à elle, posant un dossier cartonné sur la table. Parce que Max n'est pas un chien ordinaire, et j'avais besoin d'être sûr avant de vous approcher officiellement. Il ouvrit le dossier. Photos, copies, extraits de rapports, tous estampillés, projet Sentinelle. J'ai participé à ce programme, expliqua-t-il. Après avoir perdu mon chien militaire sur le terrain, j'ai rejoint une équipe expérimentale. L'objectif, former des chiens à détecter les désordres neurologiques, par l'odeur, par les micro-variations chimiques que le corps émet avant un événement grave. Séismes électriques invisibles pour nos appareils, mais pas pour eux. Vous êtes en train de me dire que Max, sans les maladies, pas toutes, mais certaines, oui. Les crises, les tumeurs cérébrales, les anomalies neurologiques qui modifient la sueur, l'haleine, la composition des cellules de la peau. Ils sont capables de percevoir des concentrations infimes, des quantités mesurées en partie par trillions. Camille se laissa tomber dans le fauteuil, les jambes coupées. « Et vous croyez que... Léo ?» Henri hocha la tête. « Max alerte constamment le même point. Il ne vous quitte pas des yeux. Il empêche Léo de manger certains aliments. Il anticipe les douleurs. Ce sont des signaux clairs. Des signaux que j'ai appris à lire. Mais les médecins disent que c'est du stress, de la fatigue. Parce qu'ils ne savent pas écouter les animaux, Madame Navarro. Et parce qu'ils attendent les chiffres, les examens, les preuves tangibles. Mais Max, lui... Il a déjà vu ce mal. Et il sait. Camille se passa les mains sur le visage, incapable de respirer pleinement. Son cœur battait à un rythme désordonné, comme si son corps essayait de rattraper toutes les émotions retenues depuis des semaines. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-elle, la voix cassée. Henri se pencha légèrement, son regard durci par les années, mais étrangement bienveillant. « Vous devez exiger des examens poussés. Imagerie cérébrale, IRM, scanner, n'évoquez pas le chien, parlez simplement des symptômes, céphalée fréquente, concentration altérée, épisode de désorientation. Mais faites-le maintenant, Camille. Max n'alerte pas au hasard et il le fait avec insistance. » Sur le trajet du retour, Camille composait mentalement ces mots. Elle appela le cabinet de la docteure Valois et demanda un rendez-vous en urgence avec un neurologue pédiatrique. La secrétaire lui répondit avec une politesse robotique. « Nous allons transmettre votre demande au médecin, mais les délais sont longs, Madame Navarro. Il faut que le spécialiste juge nécessaire d'émettre une ordonnance pour les examens. » Camille raccrocha sans répondre.
À la maison, Léo dormait déjà, Max étendu en travers de la porte de sa chambre comme un garde silencieux. Camille sortit son carnet et rassembla toutes ses notes, les dates, les heures, les symptômes, les réactions du chien. Elle restait éveillée jusqu'au petit matin, à tout relire, à tout réécrire. Elle devait être prête à convaincre, prête à affronter le mur de scepticisme que la médecine classique avait érigé autour de son fils. Comme pour valider ses pensées, Max se leva lentement, s'approcha et posa sa tête contre ses genoux. Il leva les yeux vers elle avec cette intensité presque humaine. Camille posa sa main sur son front. « Tu essaies de l'aider, pas vrai ?» murmura-t-elle. « Tu essaies depuis le début. » Et elle comprit enfin ce qu'elle devait faire, ne plus douter, ne plus hésiter. 2 jours plus tard, ce que Camille redoutait depuis des semaines arriva. Léo s'effondra en plein cours de mathématiques. La maîtresse, Madame Harrison, expliqua plus tard qu'il s'était simplement penché sur sa feuille, puis avait glissé lentement sur le côté, comme si son corps s'était soudain éteint. Sa petite silhouette était tombée de la chaise sans un cri, secouée par des convulsions violentes. Les enfants avaient hurlé. L'infirmière scolaire avait accouru. Une ambulance avait été appelée immédiatement. Camille était à l'hôpital quand son téléphone sonna. Le numéro de l'école. Elle sentit ses jambes se dérober avant même de décrocher. « Madame Navarro, c'est le secrétariat du groupe scolaire Paul Éluard. Votre fils vient de faire un malaise important. Il est en route vers l'hôpital de Bradford avec les secours. » Camille ne répondit pas. Elle jeta sa blouse, abandonna son poste et courut dans les couloirs comme une survivante en quête d'un abri. Léo était déjà en cours d'évaluation lorsqu'elle arriva. Il reposait sur une civière, sous un drap trop blanc, trop immobile. Un masque à oxygène couvrait son visage, un cathéter dans le bras. Ses paupières étaient closes. Camille sentit un sanglot remonter, mais elle le ravala de force. Ce n'était plus le moment d'avoir peur, il fallait agir. Le docteur Gallois, le médecin urgentiste de garde, s'approcha. Un homme au ton rassurant, au regard calme. « Votre fils a fait ce qu'on appelle une crise tonico-clonique. C'est une forme généralisée de crise d'épilepsie. Il est stable maintenant, mais inconscient. Nous allons lancer des analyses complètes. Prise de sang, électroencéphalogramme et surtout un scanner cérébral. Selon les résultats, une IRM pourrait être indiquée. » Camille hocha la tête sans trouver les mots. Son regard était rivé sur le petit bras inerte de Léo. Cette pâleur, cette fragilité, ce vide. Il n'y avait plus aucun doute. Ce n'était pas du stress. Ce n'était pas de la fatigue. C'était l'urgence que Max avait sentie depuis le début. Il a eu des maux de tête localisés pendant des semaines, souffla Camille. Toujours au même endroit, la tempe droite. Mais on m'a dit que c'était banal, qu'il s'adaptait à l'école. Le médecin nota quelque chose sur son dossier. Ces informations sont importantes. Merci de nous les avoir données. Le scanner nous dira ce que nous devons savoir. Camille sortit dans le couloir, les jambes fléchies, appela Élise d'une main tremblante. « Il est à l'hôpital. Il est inconscient. » Max avait raison, Élise. Il a essayé de nous prévenir, et on n'a pas compris. « Je suis déjà chez toi ?» Max est parti. Comment ça parti? Il a défoncé la moustiquaire de la porte arrière. Il s'est enfui il y a 1 heure. Je le cherche. Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, un tumulte éclata dans le hall du service pédiatrique. « Il y a un chien dans l'hôpital !» cria quelqu'un. « Sécurité étage 3 !» Camille courut. Dans l'ascenseur, elle entendit les cris. Et quand les portes s'ouvrirent, elle le vit. Maximum. Trempé par la pluie, haletant, le poil collé au corps, une laisse arrachée pendante, plantée au milieu du couloir. Ses yeux scrutaient chaque porte, chaque infirmière, chaque silhouette. Et lorsqu'il l'aperçut, il s'arrêta net. « Max, ici !» Le chien se précipita vers elle, ignora les gardes de sécurité qui tentèrent de l'intercepter. Il se colla à ses jambes, le regard brûlant d'inquiétude. « Madame, les animaux ne sont pas autorisés ici !» déclara un agent de sécurité en s'approchant. « Ce chien est le compagnon d'assistance de mon fils », improvisa Camille, posant sa main sur la tête de Max. « Il a échappé à la surveillance de notre ami, je suis désolé. On n'a aucune trace d'un chien d'assistance enregistré dans ce service. Mon fils vient d'être admis après une crise. Le dossier n'est pas encore à jour, je vous en prie. Il a besoin de lui, il est informé. » À ce moment précis, une voix calme mais ferme se fit entendre dans le couloir. « Un problème ici ?» Le docteur Julien Rameau venait d'arriver, badge vétérinaire visible sur sa veste. Camille n'avait jamais été aussi soulagée de voir quelqu'un. « Docteur Rameau, Élise m'a appelé quand Max a disparu. Et quand le refuge a mentionné qu'un chien correspondant avait été vu ici, j'ai deviné. Je suis venu au cas où... » Il se tourna vers le chef de la sécurité. « Ce chien est bien dressé. Je peux garantir sa stabilité et son comportement. Nous pouvons discuter dans une pièce calme.
à l'écart des patients. Face à l'assurance du vétérinaire, les agents de sécurité acceptèrent de différer leur intervention. Une salle de consultation fut ouverte. Le compromis tomba rapidement. Max pourrait rester aux côtés de Léo jusqu'au matin à condition d'être tenu en laisse sous la surveillance directe du docteur Rameau. Et quand enfin Max fut autorisé à entrer dans la chambre de Léo, le silence qui s'abattit fut presque sacré. Le chien s'approcha lentement, monta sur ses pattes, avant pour poser délicatement sa tête contre la main inerte du garçon. Léo bougea imperceptiblement les doigts. « Tu es venu » murmura-t-il, à peine audible. Max gémit doucement, puis recommença à alerter. La truffe contre la tempe, exactement là. Encore et encore. Le docteur Rameau observait avec attention. Max ne s'agitait pas. Il ne paniquait pas. Il était concentré. Ses gestes étaient ceux d'un professionnel. Un médecin silencieux, entraîné, inlassable. « Depuis combien de temps il cible cette zone précise ?» demanda-t-il. « Des semaines » répondit Camille. « Presque chaque jour, toujours la même tempe, même avant que Léo ne dise que ça lui faisait mal. » Elle sortit son téléphone, ouvrit l'application de notes, montra les enregistrements méthodiques qu'elle avait pris, date, heure, comportement du chien, signes physiques. Le vétérinaire consulta attentivement. Tout cela est cohérent avec les comportements d'un chien d'alerte médicale. Ce n'est pas instinctif, c'est conditionné. Max n'agit pas au hasard. Il est en train de vous dire que quelque chose d'anormal se passe à cet endroit. Avant que Camille ne puisse répondre, la porte s'ouvrit. 2 hommes entrèrent. Le premier, elle le reconnut immédiatement, Henri Dubreuil. Le second était plus grand, costume sombre, regard perçant, allure de chirurgien habitué aux décisions critiques. « Madame Navarro » dit-il en s'approchant. « Je suis le docteur Bertrand Lemar, chef du service de neurochirurgie. Monsieur Dubreuil, ici présent, m'a contacté avec insistance pour que je m'entretienne avec vous. Il m'a parlé d'un chien capable de détecter des anomalies neurologiques. Je suis ici par respect pour sa carrière militaire. Mais je vous le dis d'emblée, la médecine se base sur des données cliniques, pas sur le comportement d'un animal. »« Alors regardez » répliqua Henri sans attendre. Il s'accroupit et parla à Max d'une voix brève mais autoritaire. « Montre, Max !» Le chien s'approcha immédiatement du lit, posa sa truffe contre la tempe droite de Léo, gémit avec insistance. Docteur Lemar resta impassible. « Je respecte ce que vous tentez de faire, mais les diagnostics médicaux ne se basent pas sur des impressions animales. Nous avons un scanner prévu. C'est ce qui apportera des réponses. » Camille se leva, tendue mais calme. « Ce n'est pas une impression. C'est une alerte constante, répétée, précise. Il alerte sur le même point depuis plus d'1 mois. Et maintenant, mon fils est allongé ici, inconscient, après une crise. C'est exactement l'endroit que Max désigne. » Docteur Rameau intervint, posant calmement son bloc-notes. « Je suis vétérinaire depuis 30 ans. J'ai travaillé avec des chiens d'aveugles, de sauvetage, d'assistance. Il existe des études sérieuses, oui, même si encore rares, qui démontrent la capacité de certains chiens à détecter des cancers, des chutes de glycémie ou des crises neurologiques. Vous pouvez les ignorer ou vous pouvez en tenir compte. » Docteur Lemar regarda les documents que lui tendait Henri. Des copies de rapports militaires, des extraits partiellement déclassifiés. Projet Sentinelle, lut-il à voix basse. Taux de détection des anomalies neurologiques, 87%. Dans certains cas, alerte avant symptômes visibles. Programme suspendu pour raisons budgétaires. Max a été entraîné dans ce programme, expliqua Henri. Et il a échappé aux récupérations lorsqu'il a été dissous. J'ai tenté de le retrouver, mais il avait disparu. Jusqu'à ce que je le voie, au parc, collé à ce gamin avec un regard que je n'ai jamais oublié. Le même que portait mon chien en mission quand il sentait une mine enfouie sous le sol. Il se tourna vers Lemar, le regard grave. « Je sais que vous ne croyez pas aux chiens, mais vous croyez aux statistiques. Alors concentrez votre imagerie sur cette zone. Ne l'écartez pas. Vous n'avez rien à perdre. Et peut-être tout à sauver. » Lemar resta silencieux quelques secondes, puis soupira. « Très bien. Le scanner est prévu demain matin. Je demanderai aux techniciens de cibler en priorité la zone temporale droite. » Puis il ajouta d'un ton plus bas « Mais je ne garantis rien. » Après son départ, Henri se tourna vers Camille. « Quand j'ai su que Léo était hospitalisé, je me suis douté que Max tenterait de le rejoindre. Ces chiens sont capables de suivre une odeur sur des kilomètres. Ce n'est pas juste une histoire d'affection, c'est une mission pour eux. Une loyauté programmée. Max ne vous a pas choisi par hasard. Pourquoi ne pas l'avoir adopté, vous? Si vous saviez ce qu'il valait? J'ai essayé. Mais sans document militaire valide, le refuge a refusé. Et quand j'ai enfin trouvé un moyen détourné,
Il était déjà avec vous, et je l'ai vu, Camille. Il n'était pas en danger. Il avait retrouvé un but. » Le silence qui suivit fut rempli uniquement par la respiration calme de Léo et le souffle discret de Max, toujours couché près du lit. Camille resta assise toute la nuit, les yeux sur son fils, la main sur la tête chaude de Max. À chaque fois qu'une infirmière entrait, Max levait les yeux, puis les refermait aussitôt après, rassuré. Il ne dormait pas vraiment, il veillait. À l'aube, les brancardiers arrivèrent pour emmener Léo au scanner. Docteur Lemar supervisait personnellement. Camille attendait dans la salle d'à côté, tremblante. 1 heure plus tard, Lemar entra. Son visage n'était plus aussi sûr de lui. « Madame Navarro, le scanner montre une anomalie discrète dans le lobe temporal droit. Rien de visible sur les premières images. Mais en affinant les coupes comme vous l'avez demandé, nous avons repéré une masse de 2 cm. Exactement là où votre chien alerte depuis des semaines. » Camille sentit son souffle se bloquer. « Un cancer ? Nous ne pouvons pas affirmer tant que nous n'aurons pas procédé à une biopsie. Mais les images sont compatibles avec un astrocytome pilocytique juvénile, une tumeur généralement bénigne, bien circonscrite et opérable. Et maintenant, nous devons intervenir rapidement. La crise de Léo est probablement due à une élévation de la pression intracrânienne. Plus nous attendons, plus le risque augmente. Nous allons contacter notre meilleure neurochirurgienne pédiatrique, Dr Eliane Chevalier. Elle a opéré de nombreux cas similaires. » Camille se leva lentement. Il l'a senti. Il a essayé de me le dire depuis le début. « Et vous avez écouté » répondit Lemar. « Contre tous les avis, ce n'est pas le chien qui a sauvé Léo, c'est vous qui avez cru en lui. » Les heures qui suivirent furent une course contre le temps. L'équipe chirurgicale fut mobilisée. Le bloc réservé. Les derniers examens programmés. Camille signa les autorisations sans trembler, portée par une lucidité irréelle. Comme si, maintenant que la vérité était enfin reconnue, elle n'avait plus le droit de faiblir. Le lendemain matin, à 6 heures, les préparatifs commencèrent. Camille était assise sur le bord du lit, tenant la main de Léo pendant qu'on lui posait l'accès intraveineux. Il n'avait presque pas parlé depuis la veille, mais son regard cherchait le sien sans cesse. Max était allongé à ses pieds, silencieux, comme une statue vivante. Docteur Eliane Chevalier entra, petite femme au regard calme et à la voix douce. « Bonjour Léo », dit-elle en s'agenouillant à sa hauteur. « Je vais être celle qui va faire disparaître ce qui te fait mal dans la tête. Tu dormiras tout le temps. Et quand tu te réveilleras, tu commenceras à aller beaucoup mieux. » Léo hocha la tête lentement. Puis, pour la première fois, il parla. « Est-ce que Max pourra être là quand je me réveille ?» Camille sentit un frisson lui traverser la nuque. La chirurgienne hésita, puis se tourna vers le docteur Lemar et Henri, qui observaient la scène à l'entrée de la chambre. « On trouvera un moyen, » dit Henri. Camille embrassa le front de son fils avant qu'il ne soit emmené vers le bloc. Elle murmura à son oreille « Tu es courageux, mon cœur, je serai là quand tu reviendras. » Et Max aussi. Lorsque le chariot disparut dans le couloir, elle sentit son monde vaciller. Henri posa une main solide sur son épaule. Il est entre les meilleures mains et il n'est pas seul. Max, conduit par le docteur Rameau, fut installé dans une salle de soins vide à proximité du bloc, autorisé à y rester sous condition. Il s'était laissé faire sans protester, comme s'il comprenait que sa mission exigeait qu'il attende en silence. Camille, elle, fut installée dans une salle d'attente réservée aux familles, une pièce à la décoration rassurante, mais qui suintait l'angoisse contenue. Les heures s'étirèrent comme des jours. Élise vint la rejoindre avec du café, du linge propre, des messages de soutien de leurs voisins et collègues. « Tu tiens ?» demanda-t-elle doucement. « Je me raccroche à ce qu'on m'a dit », murmura Camille. « Que c'est une tumeur bénigne, que la chirurgie est maîtrisée, que Léo est jeune, fort et qu'il va guérir. Mais j'ai peur, Élise, je suis terrifiée. Et tu as le droit de l'être, mais tu n'es pas seule. » 4 heures plus tard, une infirmière entra dans la salle d'attente. Camille bondit de sa chaise. « Docteur Chevalier vous attend dans son bureau. » Camille y courut, le cœur battant si fort qu'elle en avait la nausée. Quand elle entra, la chirurgienne l'accueillit avec un sourire doux mais grave. « L'opération s'est bien passée. Nous avons retiré la tumeur en totalité. Elle était bien localisée, encapsulée et n'a pas infiltré les tissus voisins. Tout s'est déroulé comme prévu. » Camille porta une main à sa bouche. Les larmes lui montaient aux yeux, mais elle n'osait pas encore y croire. « Et il va s'en remettre ? Il va devoir rééduquer certains gestes. Nous avons observé une légère faiblesse sur le côté gauche, probablement liée au gonflement post-opératoire. Mais c'est temporaire dans la majorité des cas.
La plasticité cérébrale d'un enfant est impressionnante. Léo est déjà en train de remonter au service de soins continus. Camille éclata en sanglots, le soulagement écrasant tout sur son passage. La pression, la peur, les nuits blanches, tout s'écroulait enfin. Et la tumeur, elle était... Nous avons envoyé un échantillon pour analyse. Mais à vue d'œil, tout indique un astrocytome pilocytique bénin. Pas de cellules atypiques, aucun signe de malignité. La chirurgienne lui prit doucement le bras. « Votre fils va vivre, Madame Navarro. Et il va bien vivre. » Camille serra sa main avec reconnaissance. Puis, elle n'eut qu'une idée en tête, retrouver Max. Elle dévala les escaliers, traversa les couloirs jusqu'à la salle où attendait le chien. Il était là, debout, alerte. Il la vit entrer et ses oreilles se redressèrent aussitôt. Il se mit à marcher en rond, impatient. « Tu peux venir ?» lui dit-elle en s'agenouillant. « Il a réussi, grâce à toi. » Quelques heures plus tard, après avoir obtenu l'autorisation spéciale du directeur de l'hôpital, Henri conduisit Max jusqu'à la chambre de Léo. L'enfant venait à peine de se réveiller. Son regard flottait encore dans l'incertitude, mais dès qu'il vit Max franchir le seuil, ses yeux s'illuminèrent. « Tu es là ?» souffla-t-il faiblement. Max s'approcha lentement, posa sa tête contre la main droite de l'enfant, évitant soigneusement les pansements. Léo sourit, un vrai sourire, pas un masque, pas une façade. « Tu savais, hein ?» murmura-t-il. Depuis le début, Max gémit doucement en réponse. Camille, debout à côté, serra le poing contre ses lèvres pour ne pas éclater en sanglots. Ce moment était plus qu'un soulagement. C'était une reconnaissance, une confirmation que l'amour, l'intuition et un chien oublié des services militaires pouvaient offrir ce que la technologie n'avait pas su voir à temps. Les jours qui suivirent furent rythmés par des allers-retours entre les soins et la rééducation. Camille restait à l'hôpital du matin au soir, ne quittant son fils que lorsque Max prenait le relais, couché sous son lit, en veille constante. Le personnel, d'abord hésitant, fut rapidement conquis par le comportement exemplaire du chien. Calme, patient, réactif uniquement à la douleur ou au cauchemar de Léo, Max se fit une place dans l'équipe, comme un membre à part entière. L'analyse de la tumeur confirma ce que la docteure Chevalier avait supposé. Un astrocytome pilocytique bénin. Aucune cellule maligne, aucune propagation. Le chirurgien neurologue souriait en montrant les résultats à Camille, presque admiratif. C'est l'un des cas les plus nets que j'ai vus. Et je suis forcé de reconnaître que nous n'aurions peut-être pas détecté la tumeur à ce stade si votre chien n'avait pas été si persévérant. Le mot était faible. Max avait été inébranlable. Dans la chambre d'hôpital, Léo progressait. Son bras gauche retrouvait lentement de la force. Les exercices de kiné, d'abord pénibles, devenaient une routine. Son orthophoniste, Madame Rivoire, remarqua même que ses phrases devenaient plus longues, plus structurées, plus spontanées. Et à chaque séance, Max restait assis dans un coin, observant, attentif, comme s'il supervisait chaque étape. Un jour, alors que Camille discutait avec le docteur Lemar dans le couloir, le directeur de l'hôpital, Monsieur François Lemoine, les rejoignit. Un homme aux cheveux argentés, costume sobre, voix mesurée. « Madame Navarro, Monsieur Dubreuil m'a présenté des documents liés à ce fameux projet Sentinelle. Et je dois avouer que les résultats sont troublants. Des performances de détection qui dépassent ce que certains appareils peuvent encore accomplir aujourd'hui. Nous avons décidé, avec l'accord du comité médical, de permettre à Max de rester aux côtés de Léo sous supervision vétérinaire. Des protocoles ont été mis en place et... Il hésita puis sourit. « Nous envisageons d'ouvrir une unité expérimentale sur la médiation animale et la détection précoce, en collaboration avec des vétérinaires spécialisés. Ce que vous avez vécu, Madame Navarro, pourrait bien ouvrir une nouvelle voie. » Camille resta sans voix. Ce qui avait commencé comme un combat solitaire devenait un projet pilote dans l'un des plus grands centres médicaux de la région. Max, de son côté, restait égal à lui-même. Chaque jour, à 10 heures, il entrait dans la chambre, s'asseyait au pied du lit, posait la tête sur la couverture et attendait que Léo le caresse. Puis, il s'allongeait, veillant sur le garçon comme sur un trésor fragile. 3 semaines après l'opération, Léo sortit enfin de l'hôpital. Il marchait sans aide, son bras gauche reprenait une mobilité presque normale et son sourire illuminait à nouveau son visage. Max montait fièrement dans la voiture, assis entre Camille et Léo, la truffe pointée vers la vitre entr'ouverte. Le retour à la maison fut un moment d'émotion pure. Léo poussa la porte d'entrée et s'arrêta un instant, observant les murs, les meubles, les jouets. Max entra après lui, flairant chaque pièce comme s'il s'assurait que rien n'avait changé. «
Ça sent toujours pareil, déclara Léo. Mais maintenant, c'est comme si c'était plus lumineux. Camille, les larmes aux yeux, le serra contre elle. C'est toi qui apportes cette lumière. Dans les semaines qui suivirent, la vie reprit doucement son cours. Camille reprit son travail à l'hôpital, à temps partiel d'abord. Ses collègues lui avaient offert des heures de congé, des repas et même une collecte pour aider aux frais de rééducation. Mais le plus marquant fut la réaction du quartier. Les mêmes voisins qui avaient jadis craint Max pour sa taille ou son passé se rassemblèrent un dimanche matin dans le petit jardin de Camille, apportant gâteaux, fleurs et mots de soutien. La présidente de l'association des parents d'élèves, qui avait exprimé tant de réserves au début, serra la main de Camille, les yeux embués. « Je vous dois des excuses, à vous et à Max. J'ai eu tort d'avoir peur de ce que je ne comprenais pas. » Léo, assis sur une chaise de jardin, lança une balle à Max. Le chien la rattrapa avec souplesse et la rapporta aussitôt. Puis, au lieu de la relâcher, il la posa dans les mains de Léo, délicatement. « Il m'aide à m'exercer », déclara l'enfant avec fierté. Madame Rivoire dit que c'est aussi bien que la kiné. Camille éclata de rire. Plus tard, en fin d'après-midi, alors que tout le monde était parti, Henri s'attarda. Il s'assit sur la marche du perron, un café à la main, regardant Max coucher la tête sur les pieds de Léo. « Il a retrouvé un rôle », dit-il simplement. « Ce chien a été dressé pour sauver des vies en zone de guerre. Aujourd'hui, il sauve des vies autrement. Et c'est peut-être ça le plus beau. » Camille acquiesça. « Il a changé nos vies, et peut-être celles de beaucoup d'autres à venir. » Les mois passèrent, et ce qui aurait pu n'être qu'un miracle isolé devint une histoire partagée. D'abord dans le journal local, avec un titre en une, « Le chien qui a vu ce que les médecins ne voyaient de pas », accompagné d'une photo de Léo, assis dans l'herbe, Max couché à ses côtés, tous deux portant un petit bandana bleu marqué « Chien d'assistance médicale ». Puis sur les réseaux sociaux, dans des forums de parents, de vétérans, de défenseurs des animaux, partout, le nom de Max suscitait admiration, étonnement, inspiration. Un jour, Camille reçut une lettre officielle. Elle provenait de la Fondation pour la recherche médicale animale. Il proposait que Max participe à un programme de recherche clinique sur les chiens capables de détecter les troubles neurologiques. L'idée était d'évaluer scientifiquement ses compétences, d'ouvrir des portes jusqu'ici ignorées. « Tu crois qu'il voudra ?» demanda Camille à Henri en lui tendant la lettre. Le vétéran lut lentement, hochant la tête. Max a été formé pour détecter, pour protéger. Il ne demande qu'à servir. Et s'il peut aider d'autres enfants à être diagnostiqués plus tôt, alors oui, il voudra. Camille accepta. Et Max fut intégré à l'équipe de recherche sous la supervision conjointe du docteur Rameau et de spécialistes en comportement canin. Le programme, baptisé Sentinelle Renaissance, permit à d'autres familles d'entendre parler de Camille, de Léo et de ce chien pas comme les autres. Des appels commencèrent à affluer, des parents inquiets, des médecins curieux, des vétérans cherchant à donner une nouvelle mission à leurs anciens compagnons à quatre pattes. C'est ainsi que naquit la fondation du lien invisible cofondée par Camille, Henri et le docteur Rameau. Leur objectif, identifier, former et placer des chiens aptes à détecter les troubles neurologiques ou médicaux chez les enfants et adultes en difficulté. Un petit centre fut ouvert en périphérie de la ville, dans un ancien haras reconverti. Les premiers chiens y arrivèrent, certains issus de refuges, d'autres confiés par des vétérans. Et Max, il en devint le modèle, l'exemple vivant que l'instinct animal, couplé à un entraînement adapté, pouvait sauver des vies. Mais pour Léo, tout cela restait simple. Max était son meilleur ami. Celui qui l'avait sauvé, celui qui l'aidait encore aujourd'hui à jeter une balle avec sa main gauche, à écrire des lettres sans trembler, à dormir sans cauchemar. Le garçon avait repris l'école à mi-temps. Et un jour, la directrice lui proposa de participer à la journée des héros locaux. On y célébrait les pompiers, les policiers, les soignants. Mais cette année-là, un invité un peu particulier fut également convié. Dans la salle de motricité transformée en auditorium, Léo monta sur scène, habillé d'un pull propre, les cheveux soigneusement coiffés. À ses côtés, Max portait fièrement son harnais bleu, le regard droit, attentif. Léo parla lentement, avec sérieux, mais sans trembler. « Voici Max, c'est mon chien. Il a trouvé quelque chose dans ma tête que personne ne voyait. Il me l'a dit, tous les jours, avec son museau, avec ses yeux. Il n'a jamais abandonné, et grâce à lui, je suis encore là. » Un silence respectueux envahit la salle. Puis les applaudissements éclatèrent. Max, comme s'il comprenait l'importance du moment, leva la tête et aboya une seule fois, doucement, comme une signature.
Ce soir-là, alors que le calme était revenu dans la maison, Camille s'arrêta un instant devant la chambre de son fils. Léo dormait profondément, Max installé sous son lit, comme toujours. Sur la table de chevet, 2 photos côte à côte, l'une de Léo bébé dans les bras de son père, l'autre, récente, de lui et Max au centre de rééducation, tous deux souriants. Camille s'approcha du chien, s'agenouilla et caressa doucement son encolure. « Merci » chuchota-t-elle. Max ouvrit un œil, leva légèrement la tête, puis la reposa. Sa mission n'était pas terminée, il le savait. Mais pour ce soir, l'enfant était en sécurité. Et c'était tout ce qui comptait. 3 mois après l'opération, Léo courait à nouveau dans le jardin. Sa démarche n'était pas encore totalement symétrique, mais il ne s'en souciait pas. Il riait, lançait sa balle, et Max la rapportait inlassablement. Leur jeu était devenu un rituel quotidien, un fil tissé entre le passé douloureux et le présent reconstruit. Camille, assise sur le banc de la terrasse, observait la scène avec un mélange de gratitude et de tendresse. Chaque mouvement, chaque éclat de rire, chaque bond de Max était une victoire. Une preuve vivante que l'intuition maternelle, l'amour inconditionnel et un chien venu d'un programme oublié avaient triomphé du doute, du silence et de la peur. Le rendez-vous de contrôle avec la docteure Chevalier avait confirmé ce que tout le monde espérait. L'IRM était net, aucune trace de récidive. Le tissu cérébral cicatrisait parfaitement. Le bras gauche retrouvait progressivement sa pleine mobilité. Léo parlait mieux, dormait mieux, vivait mieux, et Max restait le gardien immuable. Il n'avait jamais repris les signaux d'alerte, comme si, maintenant que la menace avait été écartée, il pouvait enfin se détendre. Il dormait davantage, il jouait plus librement, mais chaque soir, il reprenait sa place sous le lit de Léo, comme s'il refusait de baisser la garde complètement. Le centre de formation Lien Invisible accueillait désormais 5 chiens, dont 2 venaient d'être confiés à des enfants atteints d'épilepsie résistante au traitement. Henri gérait la logistique avec une précision militaire. Le docteur Rameau menait les premières évaluations médicales. Et Camille, sans même s'en rendre compte, était devenue une voix importante dans ce nouveau combat. Un soir, elle fut invitée à témoigner lors d'un congrès médical à Lyon. Devant une salle pleine de médecins, de chercheurs et de responsables hospitaliers, elle raconta son histoire. Celle d'une mère, d'un enfant, d'un chien abandonné et d'un miracle bâti non sur la foi, mais sur l'observation, l'instinct et la persévérance. À la fin, elle conclut simplement « On m'a dit que Max était un chien, un animal, une bête. Ce que je sais, c'est qu'il a vu ce que la science ignorait. Il a senti ce que la technologie n'avait pas encore mesuré. Il a sauvé mon fils. Et il a transformé notre existence. Alors dites-moi, qui est l'animal ici et qui est le gardien ?» Le silence qui suivit fut plus fort que 1000 applaudissements. Puis lentement, la salle se leva. Une ovation longue, sincère, bouleversante. Plus tard, alors qu'elle rentrait chez elle, Camille trouva Léo endormi sur le canapé, Max enroulé à ses côtés. Sur la table basse, un dessin d'enfant malhabile mais touchant, Léo, Max et elle sous un ciel bleu, 3 cœurs au-dessus de leur tête. Un mot maladroit mais puissant, famille. Elle sourit, ferma les yeux un instant. Parfois, les héros ne portent pas de cape, parfois, ils portent un harnais. Et parfois, ils n'ont pas été envoyés vers nous. Ils sont simplement revenus là où ils devaient être, car il y a des protections qu'on ne voit pas, des liens qu'on ne comprend pas, et des sauvetages silencieux qui redonnent sens à la vie. Max n'était pas un miracle, il était une mission, et Léo était sa raison d'être. Alors si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé en vous une émotion, une mémoire ou simplement un espoir, j'espère que cette histoire vous a touché autant qu'elle m'a bouleversé en la racontant. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires de ce genre. Laissez un j'aime et partagez votre ressenti dans les commentaires en nous disant également depuis quelle ville vous regardez la vidéo. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.